Si l'on regarde les sports mécaniques dans les années 70, 80, 90 et même 2000, on remarque facilement l'importance des cigarettiers dans le milieu, via des panneaux publicitaires, oui, mais aussi via les livrets des bolides. Ils ont une grande part de responsabilité dans le développement de la pratique et ça fait presque 20 ans qu'ils sont interdits. Aujourd'hui, on revient sur l'histoire des cigarettiers en sport mécanique et spécialement en Formule 1. Bonne vidéo. Si vous avez été attentif à l'actualité ces dernières semaines, vous devez savoir que c'est aujourd'hui que le catalogue F1 TV se voit grandement, si ce n'est totalement restreint en France. La raison avancée, ça ne respecte pas les lois anti-tabac. C'est une immense connerie et je me suis déjà exprimé dessus sur les réseaux sociaux, mais on reviendra dessus plus tard. En attendant, on va faire un petit saut dans le temps. Si l'on regarde dans les années 50 et 60, on remarque que l'identité visuelle était bien différente d'aujourd'hui. Tout d'abord, la tradition qui voulait voir les équipes courir sous les couleurs de leur pays était toujours en vigueur. Les Français roulaient en bleu, les Britanniques en vert, le British Racing Green, les Allemands en blanc ou en gris, les Belges en jaune et noir et les Italiens en rouge. Concernant les sponsors, ces derniers ne sont affichés que sur les bords de piste et pas encore sur les voitures. Et ces derniers sont largement monétisables parce qu'il s'agit de pétroliers ou d'équipementiers. Rappelons tout de même une chose très importante. S'il y a des sponsors, c'est que quelque part, il y a moyen de diffusion. Les journaux, la photographie ou la télévision. Les marques alignent donc les zéros pour que leurs noms soient affichés en grand sur les bords des circuits, contribuant donc à l'économie grandissante du sport automobile. Concernant le tabac, il faut savoir qu'il y a déjà certaines lois qui interdisent leur présence dans certains pays, mais il faut dire que les sanctions ne sont pas toujours appliquées et pas toujours très sévères. Donc bon, c'est pas très dissuasif. Ça baigne. C'est en 1968 que les choses changent et qu'un cigarettier débarque en Formule 1. Le 1er janvier 1868 pour être précis, lors du Grand Prix d'Afrique du Sud, manche d'ouverture du championnat. Cet événement sud-africain voit régulièrement des pilotes locaux s'engager pour la course, John Love étant celui ayant le plus de réussite car en 67, il prenait la 2e place avec sa Cooper Climax privée. Et c'est d'ailleurs lui qui est responsable de l'arrivée du tabac en Formule 1 en engageant 2 voitures sponsorisées par Gunston. Le truc, c'est qu'il y a une loi à la FIA qui interdit les équipes de sponsoriser leurs voitures avec des marques qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi ils sont là. Donc c'est bon pour les équipementiers, pour les fluides ou pour les pétroliers, mais pas pour les clopes. Et ouais, t'as pas besoin de fumer pour faire de la voiture. Donc, pour contourner ce règlement, il engage ses voitures sous le nom de Team Gunston, comme ça, c'est directement lié à l'engagement. Il intègre son cigarettier à la raison d'être de son équipe. L'histoire est donc lancée. 5 mois plus tard, pour la 2e course du championnat du monde en Espagne, c'est Colin Chapman qui débarque avec un nouveau nom d'équipe. Team Lotus devient Gold Leaf Team Lotus et Graham Hill porte ses nouvelles couleurs sur la plus haute marche du podium et plus tard, au titre mondial. Jamais plus les choses ne seront comme avant. Lotus vient de rompre avec la tradition des couleurs par pays et les voitures vont progressivement devenir des panneaux publicitaires, où les cigarettiers sont bien souvent les plus offrants. Alors forcément que ça fait grincer quelques dents de promouvoir un produit néfaste et dangereux pour la santé, ça pose quelques questions éthiques. Mais pour le moment, rien n'empêche concrètement l'essor de ces commanditaires. Et il faut dire qu'une mallette pleine de millions, ça fait changer pas mal d'avis. Après Lotus, nous avons BRM qui noue un partenariat avec Yardley avant de passer sur les couleurs de Marlboro, marque détenue par Philip Morris, qui va s'affirmer comme un élément central de la Formule 1 pendant plusieurs décennies. Le sponsor le plus important de la discipline. Yardley ira chez McLaren avant de quitter les grilles de départ. Quant à Lotus, en 1972, l'écurie de Colin Chapman revêtit une robe qui deviendra rapidement mythique, la noire et or du John Player Special. Alors, comme pour les débuts, le nom des marques de cigarettiers partenaires sont directement inscrits dans le nom de l'écurie afin de contourner les lois. Ainsi, on a des Yardley, Team McLaren, John Player, Lotus ou encore Marlboro BRM. Comme ça, c'est clair. Les portes sont maintenant ouvertes et les intérêts financiers ne cessent de grandir. Avec une télévision toujours plus présente, les contrats sont toujours plus juteux et le paysage du sport automobile n'a déjà visuellement plus grand chose à voir avec la décennie précédente. Car en plus des tabacs, on a d'autres horizons qui s'invitent sur les carrosseries. La pratique du partenariat passe dans une toute autre sphère et probablement que l'alcool est le 2e plus grand marché du sponsoring après le tabac.
Les deux ont une histoire similaire d'ailleurs, et je pense qu'on peut dire que Martini en est le représentant le plus symbolique. Et là, on ouvre une porte intéressante qui complexifie le questionnement éthique. Aujourd'hui, ces livrets sont iconiques. On y reviendra. Si la Formule 1 est la catégorie où le sponsoring de cigarettes est le plus développé, dans d'autres disciplines, le marché du tabac s'installe. On peut noter qu'en 500 GP, le MotoGP aujourd'hui, les mêmes marques sont présentes. Au fil des années, ils deviennent un élément central des sports mécaniques. Et oui, les coûts sont toujours plus élevés, et même si le conflit FISA-FOCA se solde par une meilleure redistribution de l'argent en Formule 1, il faut dire que les sponsors sont devenus indispensables pour les équipes, et par conséquent, les cigarettiers qui sont ceux donnant les plus gros billets. Prenons Ligier par exemple qui, dès leur arrivée dans l'élite en 1976, s'appuie sur la CETA, la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, matérialisée en l'occurrence par Gitane. Les revenus et l'implication de ces derniers conditionnent la vie de l'écurie de Guy et par conséquent ses résultats. Plus la CETA donnait, plus Ligier était compétitif. En gros, autre exemple encore plus exacerbé, Lotus, qui ironiquement, Lotus est l'écurie qui a amené durablement sur le long terme le tabac en Formule 1, qui a quelques-unes de ses livrées les plus iconiques. Et bien justement, c'est la disparition de Camel, la fin du partenariat avec Camel fin 90 pardon, qui a provoqué la chute et la mort de l'écurie. L'écurie originale, parce que celle des années 2010, c'est pas pareil. Bref, en quelques années, les cigarettiers sont devenus un pilier central du fonctionnement de l'argent en Formule 1. Et vu que l'argent, c'est le nerf de la guerre, et il faut dire que les lois déjà en place n'opposent qu'une maigre résistance à cette pratique. En France, dans les années 70, Simone Veil propose une loi interdisant la promotion du tabac à la télévision, radio et tout autre média. Mais pas dans les manifestations sportives. Petit ralentissement tout de même, et certaines diffusions de la F1 en France sont menacées avec l'abondance des publicités de tabac. L'Allemagne est quant à elle plus radicale et interdit complètement la publicité des cigarettes dès 1976. Et si l'on regarde les livrets des voitures lors des Grands Prix d'Allemagne suivants, on constate que les noms n'apparaissent pas. Bon, on les devine aux couleurs, mais légalement, tout est en ordre. Et mine de rien, le fait de ne pas avoir le nom clairement inscrit sur les voitures, ça diminue les finances. Malgré quelques interdictions, les années 80-90 sont des années dorées pour la promotion du tabac en sport mécanique. Il n'y a qu'à regarder les courses pour voir à quel point ils sont importants. Marlboro, JPS, Rossmann, Gitane, ils sont partout. Philip Morris aura même une part importante dans l'issue du conflit FISA-FOCA. C'est pas compliqué, quand on pense à une voiture mythique des années 80-90, il y a de grandes chances qu'elle soit aux couleurs d'un cigarettier. Est-ce pour autant qu'on a toute notre attention captivée sur le nom de la marque de cigarette? J'en doute. En endurance, ceux qui dominent, c'est Porsche, et les 956 puis 962C sont pour les officiels aux couleurs de Rossmann. Le team Yost arborera les couleurs rouge et blanche de Marlboro. Pareil en MotoGP où l'on retrouve les mêmes codes et les mêmes sponsors. Et pour faire bien cliché, les Français sont sponsorisés par des cigarettiers français comme Ligier avec Gitane ou encore Christian Saran avec Gauloise. Les codes sont pareils. On peut faire également un détour par le rallye où on trouve à peu près les mêmes sponsors, même s'il faut bien reconnaître que Martini a été bien mis en avant grâce à Lancia. Bref, en F1, JPS est toujours avec Lotus avant de rompre son partenariat à la fin de l'année 86 pour Camel, autre cigarettier qui va devenir un sponsor iconique de la F1. À la fin des années 80, c'est un duel Prost-Senna qui captive l'attention, et comment ne pas remarquer le commanditaire de McLaren? Bref, les livrets sont des paquets de cigarettes. En Formule 1, à la fin des années 80, début des années 90, 4 équipes dominent. McLaren et Ferrari avec Marlboro, et Williams et Benetton avec Camel. Et puis au-delà d'avoir des contrats avec les équipes, les cigarettiers signent des contrats avec les pilotes. Et ça a déjà bloqué quelques transferts. Senna chez Williams par exemple en 91, même si c'est surtout la Banque Nationale qui posait problème, mais on peut aussi parler de Michele Alboreto, pilote Marlboro qui s'est vu remercié par Tyrrell en 89 lorsque Ken signait un contrat avec Camel. Bref, des histoires comme ça, il y en a plein. L'affaire roule et le marché est plus juteux que jamais, mais également plus menacé que jamais. Car peu à peu, les mentalités changent et les consciences s'éveillent. Si à l'époque, fumer était considéré comme cool, au fil des années, cette idée s'est progressivement déconstruite. Si à l'époque, il était courant de voir des pilotes clope au bec avant et après les Grands Prix, comme Hunt ou De Pailler, cette pratique s'est perdue dans les années 80. Il me semble que le dernier pilote à fumer dans un paddock de Formule 1, c'est Keke Rosberg, mais info à confirmer. Puis certains d'entre eux condamnent carrément cette pratique. Les cigarettes sont menacées.
À partir du moment où les chaînes de télévision reçoivent des amendes pour la diffusion de grands prix régis par le tabac, la donne change. La F1 et le sport automobile ne peut ignorer ces avertissements. Si les cigarettiers apportent des milliards au sport mécanique, ces derniers ne sont plus rien s'ils ne peuvent être diffusés. Au fil des années, plusieurs États serrent la vis. Voilà plus de 10 ans que l'Allemagne a interdit la promotion du tabac et en France, en janvier 91, la loi E20 est signée et scelle le sort des tabacs et alcool sur le territoire. Ce qui au passage menace la tenue du Grand Prix de France. Et oui, l'application de la loi E20 questionne et l'événement de 93 est tout proche d'être annulé. Le truc, c'est que la France est consciente que le sport auto en prend un coup sur ses revenus et l'État met en place un fonds gouvernemental pour aider les sports mécaniques. Environ 500 millions de francs. Bon, j'ai pas réussi à trouver si vraiment cet engagement a été tenu, mais quoi qu'il en soit, c'est peu par rapport aux apports des cigarettiers. D'autres pays font de même en interdisant les cigarettiers comme le Royaume-Uni. Si la majorité des venues du calendrier permettent encore la promotion de ces produits, on voit clairement qu'ils sont menacés. Et donc, les équipes et les acteurs de ces championnats cherchent comment rebondir. Il faut trouver d'autres sponsors, mais en réalité, aucun ne donne autant que Marlboro ou Rossmann. Bref, pendant plus de 10 ans, sur un quart des courses du calendrier, les équipes s'adaptent. Sur les événements où la promotion du tabac est prohibée, soit les équipes enlèvent complètement leur logo, soit ils les transforment, ils les adaptent, ils laissent quelque part suggérer la promotion, mais légalement c'est bon. Mais la F1 ne reste pas sans rien faire et le président de la FIA, Max Mosley, tente de lutter contre ces interdictions. Quand on regarde la répartition des sponsors, on comprend bien que les cigarettiers sont toujours majoritaires et aussi importants. Depuis 83, Ferrari est avec Marlboro, McLaren est passé avec West en 97, Mild 7 soutient Benetton, Benson Hedges est avec Jordan, Gauloise a remplacé Gitane chez Ligier en 96 et a poursuivi avec Prost Grand Prix. Rossmann a succédé à Camel chez Williams avant d'être lui-même succédé par Winfield dès 98. Puis en 99, British American Tobacco est le pilier de bar avec Lucky Strike. Les sponsors de tabac sont partout et les interdire brutalement, totalement, ça pourrait mettre en danger la F1 et le sport mécanique. Oui, parce que depuis tout à l'heure, je prends la F1 comme exemple, mais c'est parce que c'est la discipline qui a le plus mis en avant les sponsors de cigarettiers. Mais dans d'autres catégories, c'est pareil dans d'autres proportions. Mosley remet même en question le bien fondé de cette lutte anti-tabac. Il regrette évidemment de perdre des centaines de millions de dollars et rappelle qu'il n'y a pas forcément de lien entre la consommation et la publicité. Bref, la question éthique est toujours là. Mais j'ai tout de même envie de mettre en avant l'absurdité de certaines lois et une forme certaine de bêtise, ou plutôt une forme de bêtise certaine. En 1997, au Nürburgring, remarquez que les cigarettiers sont bel et bien affichés sur les carrosseries alors qu'on est en Allemagne. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est le Grand Prix du Luxembourg et pas le Grand Prix d'Allemagne ou d'Europe. Enfin, je trouve ça d'une débilité. Par contre, je n'explique pas pourquoi les Grands Prix d'Allemagne de 99 à 2005 ont autorisé les cigarettiers. Si vous avez la réponse, je suis curieux. Autre cas de figure assez cocasse, la tenue du Grand Prix de Belgique 1999. Depuis quelques années, l'Union européenne donne des directives pour que les pays membres appliquent les lois anti-tabac. Et la Belgique fait de même en 97. Ils signent la loi en 97, qui pareil que la loi E20, c'est pareil. Et cette loi entre en vigueur en 99. Le truc, c'est que le promoteur de l'événement, c'est Bernie Ecclestone, et qui dit pas de cigarettier, dit moins de revenus. Donc la région de Wallonie a essayé d'autoriser la promotion de tabac pour les événements internationaux comme ça, petite entorse et portefeuille encore mieux rempli. Mais à quelques jours de l'événement, la Belgique rappelle que les lois fédérales, les lois du pays, s'imposent aux lois régionales. Et dans le paddock, le mercredi précédant la course, une représentante est missionnée pour inspecter tout ça. Chaque infraction est répréhensible de 500 000 $ d'amende ou alors d'1 an de prison ferme. Regardons la gueule de la Formule 1 en 1999. Ouais, c'est chiant. Alors, les équipes retirent en catastrophe tout autocollant illégaux de leur voiture. Bernard s'insurge et met en porte-à-faux la région wallonne en signant le retrait du Grand Prix à partir de 2000. Par des jeux d'accord, la RTBF pourrait carrément perdre les droits de diffusion de la Formule 1 et le Grand Prix de Belgique pourrait être remplacé par le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. Bon, finalement un accord sera trouvé et les sponsors de cigarettes seront encore présents à Spa. C'est l'une des affaires les plus connues mêlant tabac et F1, et ça démontre bien que cette pratique est en danger. Dans les années 2000, le paysage de la Formule 1 change. Lors des manches où les lois anti-tabac sont strictes, les livrées évoluent quelque peu. Le West de McLaren prend les noms des pilotes,
Les Marlboro de Ferrari deviennent vides ou hachurés, et Be on Age s'affiche sur les Jordan. C'est alors que la F1 nous décomptera dans des pays aux restrictions bien plus souples, voire inexistantes, comme la Malaisie, la Chine ou Bahreïn. Là-bas, les cigarettiers sont libres et s'affichent pleinement, même si ça pose toujours des soucis pour la diffusion dans des pays où le tabac, c'est tabou. Mais bon, on fait avec, et il faut dire que la Formule 1 et ses sponsors ont quelques arguments. Les interdire totalement, c'est s'asseoir sur des millions de revenus et Bernie Ecclestone en joue. C'est pourquoi plusieurs pays font des exceptions sur les lois anti-tabac pour les événements internationaux, afin de ne pas les perdre. C'est le cas de l'Australie, mais aussi de la Belgique finalement. Les cigarettes sont essentielles à la Formule 1 et c'est un bras de fer. Mais bon, en 2003, l'Union Européenne interdit totalement la publicité en faveur du tabac et les taux se resserrent. Sur plusieurs circuits, il est même carrément interdit de fumer. Et les équipes cherchent déjà de nouveaux sponsors pour remplacer ceux faisant polémique. Bilan de ces annonces, le Grand Prix de Belgique 2003 est annulé et celui d'Autriche disparaît totalement. La F1 et la FIA se rendent à l'évidence et un accord scellant le sort des tabagistes est trouvé. À la fin de la saison 2006, il n'y aura plus de cigarettiers sur les carrosseries. Malgré tout, en 2007, Ferrari affiche clairement Marlboro sur 3 Grands Prix, à Bahreïn, à Monaco et en Chine. Dernier Grand Prix où un cigarettier est clairement visible et identifiable. Vraiment ? Oui, parce qu'il faut être bien naïf pour ne pas comprendre ce que représentent ces mystérieux codes barres sur les voitures du cheval cabré les années suivantes. Mais surtout, à la fin des années 2010, les cigarettes sont revenues en force de manière plus subtile. Via les cigarettes électroniques comme Mission Win Now, marque de Philip Morris, présent sur Ferrari de 2018 à 2021, ou encore British American Tobacco via A Better Tomorrow sur les McLaren. Finalement, ça a été interdit, et tout récemment, il y a eu Velo, sponsor de McLaren faisant la promotion de produits à base de nicotine qui a fait débat, et qui se faisait systématiquement flouter par Canal+, dès lors que les images étaient diffusées dans le cadre du direct. Mais l'histoire n'est pas terminée. Pas encore. Pendant plusieurs décennies, les cigarettiers étaient les principaux investisseurs dans le milieu des sports mécaniques. Ils étaient incontournables et comme on l'a vu, nous ont offert des livrets iconiques. Mais ils ont toujours fait polémique et leur présence a été contestée jusqu'au point d'être interdite. Mais quelles ont été les conséquences pour les équipes? Eh bien, il y a eu une perte, c'est indéniable, mais il faut dire que c'était assez minime. Les équipes ont trouvé d'autres partenaires, comme des compagnies aériennes, des banques, et dernièrement, on a vu l'essor des sponsors de cybersécurité, mais encore de crypto-monnaies, les cigarettiers des temps modernes au vu de leur importance et leur omniprésence, et qui eux aussi font débat. Le dernier retournement de situation concernant la F1 et le tabac est donc intervenu il y a quelques semaines, lorsque la F1 a annoncé la réduction drastique du catalogue de F1 TV en France pour respecter les lois anti-tabac. Et personnellement, je trouve que c'est une immense connerie et un profond foutage de gueule. Oui, parce que je trouve pas mal d'incohérences dans cette histoire. J'ai du mal à croire que la question n'a pas été soulevée il y a plusieurs années quand la F1 a mis à disposition ce service qui, en plus de pouvoir voir les courses en direct, nous permettait de revoir les Grands Prix en intégralité ou en version résumée de quasiment chaque saison de la Formule 1 en plus de plusieurs documentaires. Genre les mecs qui n'ont pas fait attention ont livré des bagnoles pendant 40 ans. Ils s'en sont aperçus d'un coup en juin 2024. Bizarre, sachant que la loi anti-tabac n'a pas évolué ces dernières semaines et qu'elle n'est pas présente qu'en France. Et puis, si ce sont les cigarettiers qui posent problème, pourquoi ne retirer l'accès des Grands Prix qui sont parfaitement viables du point de vue de la loi actuelle? Comme les Grands Prix d'Allemagne depuis 1977, à l'exception de ceux entre 1999 et 2005 inclus, ou aussi les Grands Prix d'Allemagne depuis 91, ou de France depuis 93, ou tout simplement tous les Grands Prix depuis 2008, car tous respectent les lois anti-tabac actuelles. Bizarre, c'est qu'il doit y avoir autre chose. Comme j'ai dit sur les réseaux sociaux, supprimer les archives du passé parce qu'elles ne correspondent plus aux lois d'aujourd'hui, supprimer l'histoire d'un sport ou d'une culture pour de telles raisons est révoltant et même dangereux. Dans ce cas, dans énormément de domaines, il y aurait des épurations à faire. Pas que pour la F1 et les sports mécaniques. Puis c'est assez hypocrite quand on voit régulièrement comme sponsor titre de la F1 Heineken. Bizarre. Au final, nous les fans, nous sommes les vrais perdants de cette interdiction. Bien sûr, fumer c'est pas bien, c'est merdique et dangereux, après vous faites ce que vous voulez, hein. À force on entend partout, vous savez quels sont les dangers. Mais ce que je veux dire, c'est que je doute que lorsqu'on regarde un Grand Prix d'antan où on voit des Prost, Senna, Mansell, Piquet, Schumacher ou Hakkinen se tirer la bourre en piste, la première pensée qui nous traverse l'esprit soit d'en griller une. La réalité, c'est que cette interdiction ne semble profiter qu'à un seul groupe. Canal+. Alors, ils avaient déjà annoncé que le bouquet F1 TV devait être incorporé au bouquet Canal+ F1. Ça avait été annoncé durant l'intersaison. Sauf que depuis,
Plus rien, et j'ose, que dis-je, j'implore Canal+ d'appliquer ceci et de nous proposer un service similaire à ce que la F1 nous proposait jusqu'à aujourd'hui, avec la possibilité de nous replonger dans l'histoire d'un sport et d'une discipline extrêmement riche sur bien des aspects. Sinon, j'espère qu'un bon VPN nous permettra d'accéder à ce catalogue. Bref, les cigarettiers en Formule 1 et en sport mécanique, c'est plus de 50 ans d'histoire. Une histoire qui a permis à ce sport de passer un cap, d'avoir une identité visuelle très particulière, qui est le symbole d'une époque, mais qui a aussi créé beaucoup de polémiques. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. C'était l'histoire du tabac en Formule 1. J'espère que ça vous a plu. C'était pas nécessairement un sujet facile, quand on sait que les robots, tout ça, sont plutôt tatillons sur ce sujet-là. Mais bon, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, en espérant que cette vidéo fasse un tabac. À la prochaine. Ça m'a plutôt mis en colère, hein, cette histoire de merde avec F1 TV. Bon, je trouverai le moyen de trouver mon bonheur, hein, mais ça fait chier. J'espère vraiment que Canal+ va mettre ça à disposition, quoi, l'histoire de ce sport à disposition. S'ils l'ont dit il y a quelques mois, du coup, il faut qu'ils le fassent, parce que là, c'est la censure pure et dure pour... ça fait débat, on peut pas dire que c'est totalement idiot, mais on peut pas dire que c'est complètement intelligent, hein. Je pense qu'on est plus proche de l'un que de l'autre, à mon humble avis. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, au final, ça m'a donné l'occasion de me plonger sur un sujet assez profond, au final, parce que c'est quand même 50 ans d'histoire, hein, quasiment. Ouais, 50 ans d'histoire, oui. Plus de 50 ans d'histoire. Bref, voilà, c'est fait. Des bisous.